Paul Newman le détestait vraiment plus que quiconque. Paul Newman est né Paul Leonard Newman le 26 janvier 1925 à Shaker Heights, dans l'Ohio. Newman a grandi dans une famille de classe moyenne d'héritage juif et catholique. Dès son plus jeune âge, il a manifesté une passion pour la scène, participant souvent à des pièces de théâtre scolaire. Après le lycée, comme beaucoup de sa génération, la vie de Newman a été façonnée par la Seconde Guerre mondiale. Il a servi dans la marine américaine tant qu'opérateur radio et canonnier de tourelle dans le théâtre du Pacifique, une expérience qui lui a inculqué un sens de la discipline, de l'humilité et de la responsabilité. Après son service, il a poursuivi des études supérieures, fréquentant finalement le Kenyon College, puis suivant une formation art dramatique à l'université de Yale et à l'Actors Studio de New York, où il a perfectionné son art sous la direction de mentors légendaires et comme Lee Strasberg. La percée de Newman au cinéma s'est produite dans les années 1950, lorsqu'il a commencé à être reconnu comme l'un des jeunes acteurs les plus prometteurs de son époque. Ses premiers rôles dans des films comme Marqué par la haine, 1956, où il incarnait le boxeur Rocky Graziano, ont révélé son charisme et son intensité naturelle. Mais c'est son rôle de Brick dans La Chatte sur un toit brûlant, 1958, aux côtés d'Elizabeth Taylor, qui l'a catapulté au rang de star hollywoodienne. Tout au long des années 1960 et 1970, Newman est devenu synonyme de l'archétype de l'anti-héros, incarnant des personnages à la fois imparfaits et magnétiques. Ses performances dans des films tels que L'arnaqueur, 1961, Le plus sauvage d'entre tous, 1963, Luc la main froide, 1967, et Butch Cassidy et le Kid, 1969, ont cimenté sa réputation comme l'un des plus grands acteurs de sa génération. Les yeux bleus glaciers de Newman, son charme caractéristique et son intensité tranquille ont fait de lui un sexe symbole. Mais son talent et son dévouement à son art lui ont valu le respect des critiques et de ses pairs. Dans les années 1980 et 1990, Newman s'était imposé comme une légende vivante. Il a prouvé sa longévité avec des rôles dans Le Verdict, 1982, qui a mis valeur son registre dramatique, et La couleur de l'argent, 1986, réalisé par Martin Scorsese, qui lui a valu l'Oscar tant attendu du meilleur acteur. Même dans ces dernières années, Newman a continué à offrir des performances mémorables, notamment dans Un homme presque parfait, 1994, et Les Sentiers de la perdition, 2002. Sa capacité à s'adapter à travers les décennies, les styles et les tendances changeantes d'Hollywood est l'une des raisons qui rendent sa carrière extraordinaire. Dehors du métier d'acteur, Newman a mené une vie riche et multiforme. Passionné de courses automobiles, il a participé à des compétitions professionnelles dans les années 1970 et 1980, allant même jusqu'à copropriétaire Newman Horse Racing, une équipe à succès dans la série Kart IndyCar. Il a dit un jour que la course était la seule chose qui le faisait se sentir vraiment vivant dehors du métier d'acteur. Mais ses plus grandes réalisations ne se sont peut-être pas produites à l'écran ou sur la piste de course, mais dans ses efforts humanitaires. 1982, il a cofondé Newman Zone, une entreprise alimentaire qui s'est engagée à reverser tous ses bénéfices à des œuvres caritatives. Ce qui a commencé comme une petite entreprise de vinaigrette est devenu une marque mondiale, qui a finalement fait don de plus de 600 millions de dollars à diverses organisations caritatives dans le monde entier. Newman a également fondé le Hole in the Wall Gang Camp, un camp d'été pour les enfants atteints de maladies graves qui a touché la vie de milliers de familles. 1986, Paul Newman a livré l'une des performances les plus célébrées de sa carrière lorsqu'il a incarné Edward Fast Eddie Felson, un joueur de billard talentueux et charismatique, dans le film dramatique La couleur de l'argent. Ce film, réalisé par Martin Scorsese, était une adaptation du roman du même nom de Walter Tevis, publié 1984, qui était lui-même une suite de L'Arnaqueur, le film de 1961, qui avait initialement présenté le personnage de Fast Eddie au public. Le retour de Newman dans ce rôle plus de 2 décennies plus tard était très attendu et il n'a pas déçu. Il a apporté au personnage un sens profond de la gravité,
de la lassitude du monde et un charme subtil, dépeignant avec talent un homme dont les ambitions initiales s'étaient transformées un mélange complexe de sagesse, de ruse et de réflexion sur les choix passés. Les critiques et le public ont salué sa performance pour sa profondeur et son authenticité, notant la façon dont il transmettait sans effort à la fois l'exaltation et l'ambiguïté morale du monde de l'arnaqueur. L'interprétation de Newman n'était pas qu'une simple reprise nostalgique. C'était une masterclass d'acteur nuancé, démontrant sa capacité à revisiter un personnage avec une perspicacité et une résonance émotionnelle renouvelée. Pour son travail dans La couleur de l'argent, Newman a reçu un large succès critique, culminant avec un Academy Award du meilleur acteur, une reconnaissance que beaucoup considéraient comme étant attendue depuis longtemps, compte tenu de son remarquable corpus d'œuvres s'étendant sur des décennies. Le film lui-même a également reçu des éloges de la critique, particuliers pour son mélange de drame à enjeux élevés, de développement riche des personnages et de la direction dynamique de Scorsese, ce qui fait un film exceptionnel du cinéma américain des années 1980. 8 ans plus tard, 1995, Paul Newman a de nouveau captivé le public avec une performance qui a mis valeur son talent durable et son registre émotionnel. Dans le film de comédie dramatique Un homme presque parfait, il a joué Donald J. Sullivan, un homme bourru, spirituel, mais profondément humain, vivant dans une petite ville de l'État de New York. Le rôle a permis à Newman d'explorer une forme de narration plus discrète, axée sur les personnages, s'appuyant moins sur le charme flamboyant d'un arnaqueur et davantage sur l'intensité tranquille et l'humour d'un homme façonné par une vie d'expérience. Les critiques ont salué son interprétation comme l'une des meilleures de l'année, beaucoup affirmant qu'il ne s'agissait pas seulement de la meilleure performance de 1994, mais aussi de l'une des plus grandes qu'il ait jamais livrée. La capacité de Newman à incarner pleinement les complexités de Sully, ses défauts, ses regrets et ses moments de tendresse inattendus témoignent de son extraordinaire talent d'acteur. La subtilité et l'authenticité qu'il a apportées au rôle ont permis aux spectateurs de voir un être humain pleinement réalisé à l'écran, dont les luttes et les triomphes semblaient profondément réels. Sa performance dans Un homme presque parfait a réaffirmé son statut comme l'un des acteurs les plus accomplis et polyvalents d'Hollywood, capable de transmettre à la fois l'humour et le chagrin avec une égale maîtrise, et a mis évidence la profondeur et la cohérence de son art, même tard dans sa carrière. Le premier mariage de Paul Newman était avec Jackie White, une jeune femme qu'il a rencontrée dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il cherchait encore ses marques dans la vie et dans sa carrière. Les deux se sont mariés en 1949, alors que Newman n'avait que 24 ans et était encore loin du statut de star hollywoodienne qui allait le définir plus tard. À cette époque, Newman travaillait dans un théâtre régional et poursuivait des études d'art dramatique, tandis que Jackie elle-même était une aspirante actrice qui partageait ses ambitions artistiques. Leurs premières années ensemble ont été consacrées à surmonter les difficultés financières, les longues heures d'études et de répétition, et les incertitudes liées à la tentative de s'établir dans l'industrie du divertissement. Malgré ces difficultés, le couple a accueilli 3 enfants, un fils, Scott, né 1950, suivi de 2 filles, Susan 1953 et Stephanie 1954. Devenir père alors qu'il était encore au début de sa carrière a forcé Newman à équilibrer les obligations familiales avec sa passion croissante pour le métier d'acteur. Bien que le mariage se soit finalement terminé par un divorce 1958, la relation de Newman avec Vita et les enfants qu'ils ont eus ensemble a eu un impact durable sur sa vie personnelle, particulier sur sa philanthropie ultérieure et son dévouement à la famille. 1958, la même année où son premier mariage s'est terminé, Paul Newman a épousé l'actrice Joanne Woodward, une union qui allait être considérée comme l'une des plus grandes et des plus durables. Histoire d'amour d'Hollywood. Newman et Woodward s'étaient rencontrés
s'étaient rencontrés plusieurs années auparavant alors qu'ils travaillaient au théâtre, mais leur relation s'est approfondie lorsqu'ils ont été choisis ensemble dans le film La Longue Nuit Chaude, 1958. Leur chimie indéniable à l'écran reflétait le lien qu'ils partageaient hors écran. Et au moment où ils se sont mariés à Las Vegas, leur lien était déjà largement admiré. Contrairement à de nombreux mariages hollywoodiens qui se sont effondrés sous la pression de la célébrité, la relation de Newman et Woodward semblait ne faire que se renforcer avec le temps. Ensemble, ils ont accueilli 3 filles: Ellen Lanard Nell Newman, 1959, Melissa Lissy Newman, 1961 et Claire Klee Newman, 1965. Chaque fille a grandi entourée par l'influence de l'art, des valeurs et de l'engagement envers les causes sociales de ses parents. Ce qui distinguait le deuxième mariage de Newman, c'était la profondeur du respect mutuel. De la loyauté et de l'admiration que lui et Woodward manifestaient constamment. Newman parlait souvent publiquement de l'importance qu'il accordait à sa femme, détournant avec humour les questions sur l'infidélité, disant « Pourquoi aller chercher un hamburger quand on a un steak à la maison ?» Leur mariage a non seulement survécu aux défis de la célébrité, mais il a prospéré, devenant un exemple inspirant de stabilité dans une industrie réputée pour ses romances éphémères. Le couple a fréquemment collaboré professionnellement, Woodward jouant parfois dans des films réalisés par Newman, et ils se sont également consacrés ensemble à des œuvres caritatives, notamment par la création de la fondation Newman's Own, qui a fait don de tous ses bénéfices à diverses causes. Le mariage a duré 50 ans, se terminant seulement avec la mort de Newman 2008. Même dans ces dernières années, on voyait souvent Newman assister à des événements ou simplement marcher aux côtés de Joanne avec une chaleur indéniable dans les yeux, preuve d'une histoire d'amour qui avait résisté à l'épreuve du temps. Leur partenariat d'un demi-siècle est devenu non seulement une pierre angulaire de sa vie personnelle, mais aussi une partie importante de son héritage. Pour les fans et les contemporains, Newman et Woodward symbolisaient ce qui était possible lorsque l'amour, le respect et un objectif commun étaient au cœur d'une relation. Quand il s'agit des personnes que Paul Newman méprisait le plus, un nom se distingue toujours: Richard Burton. Le dédain de Newman pour Burton n'était ni subtil ni occasionnel. C'était un sentiment profondément personnel et viscéral qui l'aurait nourri pendant des années. Je ne peux même pas penser à lui sans ressentir cette vague d'irritation. Newman a dit un jour: « La rivalité entre les deux acteurs est allée au-delà de la jalousie professionnelle, entrant dans le domaine de l'aversion personnelle. » Newman admirait le talent, le charisme et l'authenticité chez les acteurs, mais il trouvait insupportable la combinaison de la bravade publique, de l'imprudence privée et de la tendance à l'autodramatisation de Burton. Selon des sources proches de Newman, il pensait que Burton se nourrissait du chaos et recherchait l'attention au détriment de la dignité des autres. Dans les cercles hollywoodiens des années 1960 et 70, où les deux hommes étaient importants, Newman exprimait discrètement mais indubitablement sa désapprobation chaque fois que le nom de Burton était mentionné, remarquant « Il est un maître pour tout ramener à lui et je ne peux tout simplement pas respecter cela. » Elizabeth Taylor. Une grande partie du mépris de Newman pour Burton était liée à la relation tumultueuse de Burton avec Elizabeth Taylor. Newman, qui avait sa propre vie personnelle et ses mariages célèbres, considérait Taylor non seulement comme une actrice légendaire, mais comme une femme dont la vie avait été compliquée par l'influence intense et souvent destructrice de Burton. Newman aurait dit « Elizabeth méritait mieux que le cirque dans lequel il l'a entraînée. » Il considérait les relations amoureuses de Burton avec Taylor comme imprudentes et égocentriques, ce qui les a parfois humiliés publiquement tous les deux. Newman admirait le talent et l'assurance de Taylor, mais la présence constante de Burton dans sa vie, associée à son indulgence notoire dans l'excès et le drame, semblait à Newman non seulement inappropriée, mais profondément irritante. On dit que Newman remarquait souvent qu'il comprenait Burton professionnellement tant qu'acteur talentueux, mais qu'il ne pourrait jamais pardonner le chaos personnel que Burton infligeait à ceux qui l'entouraient, particulier quelqu'un d'aussi cher et talentueux que Taylor. Substance, la haine de Paul Newman n'était pas née de la seule envie. Elle était enracinée dans son profond sens de la justice,
ses valeurs personnelles et une vive conscience de l'intégrité humaine. Je ne déteste pas beaucoup de gens, a expliqué Newman dans une interview, mais lui, il rend ça facile. La combinaison des tendances égocentriques de Burton, de son tempérament changeant et du drame très public entourant Elizabeth Taylor a fait de lui, aux yeux de Newman, une personne particulièrement détestable. Un homme qui semblait incarner tout ce que Newman détestait chez les autres, tant à l'écran que dehors de l'écran. Juin 2008, il a été largement rapporté dans les médias nationaux et internationaux que Paul Newman, l'acteur légendaire, philanthrope et icône culturelle, avait été diagnostiqué avec un cancer du poumon. L'annonce a choqué les fans et les collègues, car Newman était depuis longtemps admiré non seulement pour ses performances révolutionnaires à l'écran, mais aussi pour son engagement inébranlable envers les causes humanitaires et le travail caritatif. À l'époque, il recevait un traitement pour la maladie au prestigieux Memorial Sloan Kettering Cancer Center de New York, l'un des principaux établissements mondiaux de soins et de recherche contre le cancer. La nouvelle a suscité de larges discussions sur sa santé, les risques associés au tabagisme et l'impact durable de sa carrière sur Hollywood et la culture américaine. E.E. Hotchner, un ami personnel proche et partenaire commercial de longue date, qui avait collaboré avec Newman dans les années 1980 pour lancer la marque alimentaire Newman's Own, immensément populaire et socialement responsable, a fourni un aperçu supplémentaire de la situation. Dans une interview franche accordée à l'Associated Press au milieu de l'année 2008, Hotchner a révélé que Newman s'était confié à lui au sujet de sa lutte contre la maladie environ 18 mois avant l'annonce publique. Cette divulgation a mis évidence l'approche privée et réservée de Newman face à ses problèmes de santé personnelle, une caractéristique qui l'a rendu cher à beaucoup de ceux qui admiraient son humilité malgré son immense notoriété. Cette révélation a également souligné la longue latence de la maladie, suggérant que Newman avait courageusement affronté les défis physiques et émotionnels du cancer du poumon dans une relative intimité, tout continuant à s'engager dans ses efforts philanthropiques et professionnels. Le diagnostic de Newman était d'autant plus poignant compte tenu de son long passé de fumeur invétéré. Pendant des décennies, il avait fumé avec intensité, une habitude courante à l'âge d'or d'Hollywood, jusqu'à ce qu'il arrête finalement en 1986. Sa décision d'arrêter de fumer témoignait d'un effort conscient pour donner la priorité à sa santé. Pourtant, elle reflétait également les luttes plus larges auxquelles beaucoup sont confrontés lorsqu'ils sont confrontés aux conséquences à long terme de telles habitudes. Le croisement des choix personnels de Newman, de sa personnalité publique et de sa souffrance privée a profondément résonné auprès des fans, dont beaucoup admiraient sa capacité à maintenir la grâce, la dignité et la résilience même face à une maladie grave. Tragiquement, Paul Newman est décédé à son domicile de Westport, dans le Connecticut, le matin du 26 septembre 2008, à l'âge de 83 ans. Sa mort a marqué la fin d'une vie remarquable qui a traversé 8 décennies de réalisation cinématographique, d'innovation entrepreneuriale et de dévouement caritatif. Ses proches ont décrit son décès comme paisible, survenu dans le confort familier de sa propre maison, entouré de la vie qu'il avait construite et de la famille et des amis qu'il chérissait. Après sa mort, Newman a été incinéré et un service funèbre privé a eu lieu, reflétant l'approche intime et discrète qu'il privilégiait souvent pour ses affaires personnelles. Son héritage, cependant, a continué à résonner bien au-delà de ces cérémonies privées, alors que les fans, les autres acteurs et les organisations humanitaires célébraient pour les contributions extraordinaires d'un homme dont la vie a combiné brillance artistique, sens des affaires et générosité sincère d'une manière que peu d'autres ont jamais réalisée.